Hello YouTube, aujourd'hui nous allons commencer avec 3 news. 3 news, vous en faites ce que vous voulez, je vous la donne comme ça, gratuit, cadeau. Première news, selon le Nikkei Asia, Osaka, donc la ville un petit peu rivale de Tokyo, disons que si vous avez Paris, c'est Marseille. Osaka est rentré dans le top 5 des villes les plus chères du monde, au même niveau que Tel Aviv. Enfin, on parlerait du coût de la vie, mais enfin, ce qui m'étonne du coup, c'est que Tokyo, enfin non pas que je sois pro Tokyo, n'apparaît pas dans ce classement. Et je doute fort qu'il y ait grande différence entre le coût de la vie à Tokyo et le coût de la vie à Osaka. Vous faites ce que vous voulez de cette information, c'était cadeau. Deuxième news. Alors ça aussi, vous en faites ce que vous voulez. Nous avons le panda Shanshan. Excusez-moi, je suis très mauvais avec les noms chinois. Ne me regardez pas comme ça. Le panda Shanshan qui a passé 3 ans dans le zoo de Ueno va donc repartir vers son pays d'origine, la Chine. Si vous êtes au Japon et que vous n'avez pas vu Shanshan, c'est donc bah faut vous dépêcher d'y aller, malgré que bon, Corona, non vous sortez pas en fait, vous sortez pas. Restez chez vous, bande de putain de pestiférés, si je vous croise dans la rue, je vous casse les jambes. Vous regardez des vidéos de panda, voilà. Troisième news, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon bref, l'événement Pokémon Go grandeur nature à Kyoto pardon, a été annulé. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, nous sommes actuellement dans un pic de coronavirus. Restez chez vous. Enfin, il a quand même fallu un pic de coronavirus pour que ce type d'événement soit annulé. Après, on dit que c'est à cause des étrangers qui ne portent pas le masque qu'il y a un pic de corona. Allez, je vous en fais une petite dernière pour le prix d'une. Je veux vous parler d'une vidéo que j'ai vue. Je crois que c'est dans la semaine. Une vidéo de psychodélique. Oui, je regarde beaucoup de vidéos de psychodélique ces derniers temps. Ça m'inspire pas mal. Qui s'intitule « Les jaunes, les arabes sont des blancs ». Alors, faut qu'on mette un truc au clair. Vous êtes tous jaunes. Tous. Sans exception. Un exemple. Vous faites une omelette. Vous avez le blanc et le jaune. Vous mixez les deux. Bah ça fait du jaune. C'est QFD. Au revoir, c'est bon. Moi qui avais dit que j'allais faire une vidéo intelligente aujourd'hui. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler de Sega Sammy. Sega Sammy, donc l'entreprise Sega, tout le monde connaît. Sega, c'est plus fort que toi. Eh bien, en fait, cette entreprise s'est fait remarquer il y a quelques temps, enfin maintenant ça fait 2 semaines, par une demande de 650 candidatures pour partir de l'entreprise en fait. Du coup, ils ont annoncé ça le 6 novembre dernier. Et la raison de cette demande est tout simplement le coronavirus. Enfin, pour les gens qui sont un petit peu dans la sphère extérieure du Japon, c'est peut-être un petit peu surprenant que Sega, enfin, on sait que Sega, c'est pas forcément la plus grande entreprise de jeux vidéo au monde, mais quand même, elle pèse un petit peu. Enfin, elle pesait surtout, mais elle pèse quand même. Enfin, tout le monde connaît Sega, quoi. Alors, comment ça se fait que le Corona ait pu toucher Sega comme ça? Dans la vidéo de Psychodélique, il avait très justement fait remarquer que Sega Sammy, possède différentes filiales, sauf qu'il en avait cité que 2. Comme je disais, on a la section Entertainment Contents, qu'on connaît tous. En tout cas, vous et moi, je pense qu'on connaît tous. La section Resort Jigyo, qui est donc la filiale s'occupant des grandes chaînes d'hôtels, qui a été très justement présentée dans la vidéo de Psychodélique. Et la chaîne la plus importante, qui a été omise pour le coup, c'est la branche s'occupant de tout ce qui est machine d'amusement. Donc dans tout ce qui est machine d'amusement, on retrouve bien sûr le pachinko. Le pachinko, c'est les bouboules. C'est les bouboules qui tombent. Je pourrais pas vous expliquer, j'ai jamais joué au pachinko, ça m'a jamais intéressé. Tout ce que je sais, c'est que c'est une forme de casino caché au Japon. Si vous ne le savez pas, le Japon a interdit tout ce qui est jeu d'argent officiellement. Enfin, c'est interdit par la loi. Donc tout ce qui est casino est forcément interdit par la loi. Même si, bon, vous avez des jeux qui vous font gagner des jetons, que ces jetons, vous pouvez les échanger contre des lots. Ces lots que vous pouvez revendre, bien sûr, dans le même espace. Donc c'est des jeux d'argent. Mais ça, c'est un petit peu toute l'hypocrisie qui règne au Japon. Enfin bon, on va pas développer là-dessus. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc oui, forcément, le coronavirus a touché de plein fouet la branche pachinko du Japon. Et cette branche pachinko est la branche la plus importante de Sega Sammy. Au-delà de Sega Entertainment, le Sega que nous connaissons tous. Bien sûr, dans Sega Entertainment, vous avez aussi toute la branche, la partie qui nous intéresse, la partie des Game Center. Enfin, du coup, ce qui est intéressant, c'est que Sega Sammy, il a fait une grosse perte d'argent, notamment à cause de cette branche pachinko.
Bien sûr, on peut pas nier que les Game Center n'ont été moins profitables par rapport à l'année dernière par exemple. Mais ce qui a vraiment été touché de plein fouet, c'est la branche Pachinko. Alors, vous allez me dire, pourquoi Sega Sammy vend ses Game Center à Genda, enfin Genda qu'on va voir juste après. D'ailleurs, on sait pas qui c'est Genda, nous. Pourquoi Sega Sammy a vendu la branche, enfin, ce qui consistait aujourd'hui la branche la plus importante de Sega Entertainment. Enfin, en tout cas au Japon. Bah tout simplement parce que le pachinko c'est beaucoup plus profitable. Vous auriez vu les queues qu'il y avait devant le pachinko quand le lockdown s'est terminé. Mais pour vous dire, il y a une fois j'étais à Kobe. Et ça va avec par hasard mon logement, enfin là où je crêchais, c'était juste à côté d'un pachinko. Et là, manque de bol, enfin, je fais des gros raccourcis, mais avis de tempête. Tout doit fermer, tous les magasins sont fermés, blablabla. Donc, bah forcément les pachinko ils ferment aussi de bonne heure. Le lendemain matin, du coup, j'ai dû repartir très tôt parce que justement, enfin c'était un dimanche. La vie de tempête était un dimanche. Normalement, je devais repartir le dimanche soir. Le dimanche soir, je pouvais pas repartir, donc du coup, je suis resté jusqu'au lendemain matin, le lundi matin. Et le lundi matin, en fait, je travaillais. Donc du coup, bah, reparti très tôt le matin, le lundi matin. Et je sors. Je crois qu'il était 6h, 7h, un truc comme ça. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui étaient en train de faire la queue devant le pachinko. Non mais c'est pour vous dire l'engouement que ont certains japonais pour le pachinko. Et le pachinko, les gens savent que, entre guillemets, il y a quelque chose à gagner. Donc du coup, ils mettent de l'argent, il y a de nombre... Enfin, vous avez très certainement dû voir ça dans certains mangas. C'est très courant comme histoire. Le mec... le pauvre mec qui passe tous ses week-ends au pachinko et qui se ruine. D'ailleurs, petite référence pop culturienne, Mori Kogoro dans Détective Conan. C'est typiquement le genre de personne, enfin, quand il a de l'argent, il va au pachinko et il va claquer tout son fric là-bas. Et la plupart du temps, bah, il le perd son argent. Donc tout ça pour en revenir sur le fait que, oui, Sega Sammy garde quand même sa branche principale qui est la création de machines d'amusement, la création de machines de pachinko. Si on veut des chiffres, en gros, entre l'année dernière et cette année, ils ont fait moins 33%. Si ça parle aux plus économistes d'entre vous, tant mieux. Plus de détails sur l'annonce qu'ont reçu les employés de Sega Sammy, donc qui représente aujourd'hui, jusqu'au 6 novembre dernier en tout cas, le nombre de 9051 employés. Et ces 9051 employés sont tous ont la possibilité de postuler, enfin c'est très très bizarre comme formulation en français du coup, de postuler pour quitter l'entreprise. Cette annonce, entre guillemets, renvoi volontaire, cette annonce est valable du coup du 16 novembre au 25 décembre. Donc Noël, si vous voulez vous faire plaisir, employé de Sega Sammy, vous pouvez quitter votre entreprise. Et ce renvoi sera donc effectif le 28 février. Donc bien sûr, qui dit licenciement, dit prime de licenciement, même si c'est un petit peu bizarre de parler de ça comme ça, vu que ce n'est pas vraiment une prime de licenciement. Disons que vous avez la prime de licenciement standard qui correspond à un ou plusieurs mois de salaire en fonction de votre entreprise. Ils offrent en bonus, récompense, une somme allant de 30 à 10% du salaire mensuel de l'employé en fonction de son grade, en fonction de sa position dans l'entreprise. Tout ça pendant 5 mois. Alors, je trouve que c'est un très beau geste, hein, d'une certaine manière. C'est un très beau geste. Honnêtement, je trouve que c'est pas assez et je vais y revenir un petit peu plus tard, mais partir comme ça d'une entreprise, ça pose énormément de problèmes. Mais avant ça, j'avais envie de parler un petit peu de qui est l'acheteur en fait de ces Game Center. Qui est l'acheteur? Qui est Ganda? La question que tout le monde se pose, qui est Ganda? Ben en fait, Ganda dans l'histoire, quand Sega Sammy s'est pété la gueule, ils ont récupéré, enfin ils ont fait, bon, on va acheter des stocks. Putain, pourquoi j'ai pas acheté de stock moi? Ils ont récupéré 85% des stocks de Sega Sammy, Sega Entertainment. Et donc par la même occasion, ils ont récupéré tout le parc de Game Center de Sega. Et de ce fait, Sega se retire de tout ce qui est gestion de Game Center. C'est bien triste tout ça. Faut quand même dire que Sega, en termes de Game Center, c'est le 3e. Enfin, ils sont à la 3e place du Japon, avec 199 Game Center.
C'est absolument pas rien. Vous allez à Tokyo, que vous alliez n'importe où, vous allez trouver un Game Center Sega. Je crois que le numéro 1, le numéro 1 ça doit être Taito. Bref, c'est pas important. Mais ouais, Genda ont mis la main sur un gros petit paquet. Alors, qui sont Genda? Perdons plus de temps et dévoilons au monde qui sont Genda. Alors qu'en fait, enfin, je dis ça, mais tout le monde s'en bat les couilles en fait, peut-être. Genda, en fait, c'est une petite moyenne entreprise qui loue des machines d'amusement. Enfin, quand je dis machines d'amusement, c'est genre pachinko, etc. Et Genda sont un petit peu un business montant en fait dans le game du pachinko. Et notamment parce qu'en fait, ils se sont étendus sur les États-Unis et sur la Chine. Et Genda qui sont entre guillemets un partenaire de Sega aussi. C'est très certainement aussi pour ça qu'il y a eu, ça a été très vite entre eux. Ah oui, et aussi, Genda ne fait pas que dans la location de machines. Ils font aussi dans les jeux en ligne. Et pas n'importe quel jeu. Je pense que si vous êtes abonné à Squeezie, à Squeezie, je vois que lui pour faire des trucs comme ça. Trucs qui servent pas à grand chose. Oh, je suis méchant. Pour claquer de l'argent dans une arnaque, non, ça aussi c'est méchant. Mais en gros, Genda s'occupe de sites, donc de UFO Catcher, de grues, en ligne. Non, il va la voir, s'il me la vole, mec, c'est... Donc, oui, ce système de grue en ligne où il y a un délai dégueulasse et que c'est Ganda. Enfin, vous avez de grandes chances de tomber sur Ganda. Eh bien, ce sont eux qui ont racheté Sega. Donc, peut-être qu'un jour, vous pourrez jouer sur des machines Sega en ligne par l'intermédiaire de Ganda. Et ben, je vous dis que ça va pas être joli. Dans leur interview, Genda a stipulé qu'ils ont envie de promouvoir l'amusement à l'international et notamment avec les deux pays avec lesquels ils font énormément de business en ce moment, la Chine et les États-Unis. En gros, ils n'ont pas vraiment dit ce qu'ils comptent faire précisément des 199 Game Center en question. Il y a de grandes chances pour que les Game Center de Sega, comme ils sont dans une relation de partenariat, il y a une grande chance pour que les Game Center restent un petit peu tels quels. Après tout, c'est un truc qui marche. Enfin, le coronavirus disparaît. C'est un truc qui marche du tonnerre, les Game Center au Japon. Du coup, ouais, on sait pas trop. Alors, en conclusion plutôt, le point sur lequel moi j'ai envie de développer, sur lequel je m'y connais un petit peu plus du coup, le point que je peux vous transmettre moi par mon expérience. Quitter son emploi au Japon, c'est pas facile. C'est absolument pas facile et c'est absolument pas facile de retrouver un emploi derrière. Bien sûr, vous avez acquis des skills, vous avez acquis des compétences, un savoir-faire qui n'est absolument pas à négliger dans une entreprise. Néanmoins, vous perdez toute la notoriété, tout le respect entre guillemets que vous avez pu grappiller au fil des années. Un système qui est, c'est une épée de Damoclès en fait, le système au Japon. D'un côté, vous avez un système universitaire qui est, honnêtement, il est à chier. Il est cool, hein. Moi, j'ai kiffé mon année à l'université au Japon. Il est cool. Les cours, c'est pour débiles. Non, je suis méchant de dire ça. Non, mais les cours, honnêtement, la plupart des gens s'en branlent. Les gens, ils sont vraiment là, en fait, pour un peu kiffer leur vie. J'ai rarement entendu quelqu'un se plaindre des cours à l'université au Japon. Au lycée, on entend énormément parce que c'est... Au lycée, collège, t'es dans le stress des examens pour entrer dans le niveau supérieur. Mais à partir de l'université, t'as plus ça. À partir de l'université, t'as un autre truc qui s'appelle le Shoshoku Katsudo, donc la recherche d'emploi, pour être simple. Mais ouais, à ce niveau-là, limite, tu vas plus en cours. Une fois que t'as atteint l'université, une fois que t'es rentré dans ton université, c'est comme si t'en étais sorti. Les rares cas où j'ai vu des gens redoubler à l'université au Japon, c'était des bits. Il n'y a pas d'autre mot. C'était des bits molles. Donc tout ça pour dire que généralement, à moins de faire une éducation spécialisée ou vraiment être concentré sur ou d'avoir un but précis. Donc du coup, tu choisis tes cours, tu choisis de bons profs aussi. Mais autrement, en fait, tout ton métier, tu vas l'apprendre quand tu vas rentrer dans ton entreprise. Ta première année dans ton entreprise, c'est là où tu apprends ton métier. Donc,
de ce fait, ce savoir-faire, ces skills que tu apprends, enfin que tu emmagasines en toi, il se peut que ce savoir-faire ne fonctionne que dans ton entreprise. Et ça, les autres entreprises le savent. Du coup, quand une personne passe d'une entreprise à une autre, elle est pour ainsi dire nouvelle. Et c'est là que ça commence à coincer en fait. Pour une personne, disons qui a passé 2 ans dans son entreprise après l'université, ça veut dire qu'elle a 23 ans. 23 ans, ça va. 23 ans, ça va. Tu as le temps de changer d'entreprise, de retrouver une nouvelle voie, de réapprendre. Enfin, tu réapprendras très certainement plus vite. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Tu as le temps. Mais il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on recherche un emploi au Japon, l'un des critères que moi j'ai souvent vu en fait pendant ma recherche d'emploi, c'est âge moins de 30 ans. Et à moins d'entrer dans un métier spécialisé, les conditions d'entrée dans cette entreprise sont généralement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Vous allez être jugé principalement sur qui vous êtes. Qui vous êtes, est-ce que la personne en face de vous a envie de travailler avec vous? C'est vraiment ça qui va faire peser la balance sur le fait d'être engagé ou pas. Parce que quelqu'un avec qui tu as envie de travailler, ça dérangera pas l'entreprise de le former. Mais quelqu'un qui a des compétences qui viennent d'une autre entreprise, mais qu'il n'y a pas ce feeling, il aura beau avoir des compétences, il va pas être pris. Après ça c'est le feeling, ça c'est aussi, c'est valable en France aussi, hein, ça c'est pas, mais c'est notamment beaucoup plus important ici au Japon, étant donné que la plupart des critères d'embauche, les critères de qualification sont au ras des pâquerettes quoi. Comme je vous l'avais dit, moi mon premier métier que j'ai fait au Japon c'était agent immobilier. Agent immobilier, je peux pas le faire en France. Hein. Je m'en vais dans une agence immobilière. Bonjour, je voudrais être agent immobilier. Ça risque d'être très moyen. Ça risque d'être très moyen. Mais donc du coup, quand on a plus de 30 ans déjà, c'est compliqué. D'une part, faudra se reformer dans la nouvelle entreprise. Et secondo, en termes de respect, vous allez repartir au ras des pâquerettes. C'est-à-dire même si vous avez été si vous avez été manager lead dans votre précédente entreprise, vous allez repartir quasiment en bas de l'échelle dans la nouvelle. Et ça, qui que vous soyez. Bien sûr, il y aura des moments où vous pourrez percer beaucoup plus vite que les autres, mais il faudra repasser par une période où il faudra refaire vos preuves. Et ça, c'est honnêtement, ça peut être dur. Donc, une personne de 30 ans déjà, c'est compliqué, alors imaginez 35-40 ans. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que quand même la prime elle est... c'est peu quoi. C'est peu comparé au risque qu'un salarié japonais prend en quittant son job. Ajoutez à cela, on ajoute un petit point aussi, mais admettons que vous avez été comme moi. Ça s'est pas bien passé dans une première entreprise, ça s'est pas bien passé dans une seconde, dans une troisième, dans une quatrième. Disons que vous avez différentes expériences de travail dans une entreprise, dans une vraie entreprise en fait. Pas en tant que job à mi-temps ou job, parce que ça c'est un truc qui se différencie énormément au Japon, c'est le job et le vrai travail. Vous n'êtes pas considéré comme travailleur en faisant des jobs. Absolument pas. D'ailleurs, les personnes qui font des jobs qui ne sont pas rattachés à une entreprise après leur départ de l'université, généralement, sont pas très bien vus. Ça, c'est autre chose, mais... En tout cas, en fait, moi, on m'a souvent refusé des entretiens parce que mon CV était trop rempli. Parce que comme un con, moi, au départ, j'aurais mis toutes mes expériences de travail, parce que c'est comme ça que ça se fait, en France. On a énormément... si on a des expériences de travail à partager, toute expérience est bonne à prendre. Mais au Japon, plus tu as d'expérience, moins tu es fiable. Oui, c'est con, mais oui. Plus tu as d'expérience, moins tu es fiable. Expérience différente. Donc oui, c'est extrêmement dur de retrouver un emploi. Retrouver un emploi dans les mêmes conditions. C'est compliqué. Faut vraiment, en fait, que ce soit pas vous, le demandeur, mais plus l'entreprise qui a un besoin.
Dans ce cas-là, il y a matière à négocier, il y a matière à négocier le salaire que vous voulez avoir, bien entendu. Et enfin, vous en tant que tel, vous en tant que personne expérimentée, avez plus de poids dans la balance. Mais si c'est plus vous qui avez un besoin d'entrer dans une entreprise au plus vite, raison financière, etc., là, trouver un travail correct peut s'avérer compliqué. Même si l'entreprise en question offre entre guillemets des moyens offre des aides à la réinsertion dans d'autres entreprises. C'est compliqué. Donc ouais, voilà. S'il y a un truc que vous pouvez retenir de ça, c'est ne remplissez pas trop votre CV quand vous êtes au Japon. Et bon, en tout cas, j'espère que ce petit complément d'information sur Sega Sammy vous aura plu. Enfin, la news est maintenant sortie depuis 2 semaines. Je suppose qu'il y a énormément, enfin peut-être d'autres personnes qui ont déjà parlé de ça quelque part. En tout cas, j'espère que pour tous ceux qui ont suivi la vidéo, enfin qui suivent mes vidéos en ce moment, que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quelle vidéo, mais une vidéo. Je me demande si ce serait une bonne idée de ouvrir une chaîne Twitch. Je laisse la question en suspens. Ciao!